Les 10 meilleures sorties des Watches and Wonders 2024 qui ne sont pas de chez Rolex. Ça y est, le salon est fini, tout le monde est rentré chez soi, comme tous les ans avec des rushs fous plein les cartes SD, des étoiles plein les yeux et l'équivalent de valise Rimowa grand format sous les yeux. Cette année, le salon et les 54 marques horlogères présentes ont enregistré plus de 49 000 visiteurs uniques sur l'ensemble de la semaine. Ça représente une augmentation de 14% par rapport à 2023. Parmi ces 49 000, on retrouvait 5 700 détaillants qui venaient découvrir les nouveautés et passer certaines commandes, et 1500 journalistes dont Théo et moi faisions donc partie. Le salon, c'est beaucoup de rencontres avec des passionnés, des experts produits, des horlogers, des connaisseurs, des ambassadeurs de marques comme Mike Horn, dont on risque de vous reparler très bientôt. Abonnez-vous pour ne rien rater. Bon, ça va être une interview, je pense, assez intéressante. Et tout ce beau monde est réuni dans la joie et la bonne humeur autour de notre passion commune, l'horlogerie. Aujourd'hui, on vous présente donc les 10 sorties qui nous ont le plus touché hors Rolex. On a fait une vidéo entière sur les sorties Rolex, donc si ça vous intéresse, le lien est en description. Allez jeter un œil si vous en voulez plus. Bon, il y avait beaucoup d'autres mondes dont on voulait vous parler, mais il a fallu faire des choix. Pour en savoir plus, vous pouvez aller vous abonner à notre Instagram, sur lequel on poste très régulièrement du contenu inédit. Dites-nous aussi en commentaire si vous voulez qu'on se penche sur des pièces ou des marques en particulier, ou si vous êtes d'accord avec notre sélection des 10 meilleures sorties. On va commencer par le Japon, avant un long passage par la Suisse avec des marques connues et d'autres dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. On parlera de la nouvelle montre la plus compliquée du monde et on finira avec un autre record mondial et une marque française pour ajouter un petit peu de fierté nationale au tout. Bon, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. On commence donc très fort avec la grande Seiko Kodo Constant Force Tourbillon SLGT 005. C'est une montre à remontage manuel entraînée par le calibre manufacture 9ST1, offrant une réserve de marche de 72 heures. Son boîtier est en platine 950 et en titane. Il mesure 43,8 mm de diamètre pour 12,9 d'épaisseur. C'est la deuxième version de la Kodo qu'on avait déjà découvert en 2022. Cette dernière était inspirée par les tons un peu sombres du crépuscule comme ça, alors que cette version 2024 rend hommage à l'aube et est donc beaucoup plus claire et lumineuse. Pour la première fois chez Grande Seiko, on retrouve des saphirs bleus à la place des rouges habituels, ajoutant un détail inattendu en harmonie totale avec le design et le concept de l'aube comme on en parlait. J'ai trouvé cette idée géniale. Le travail de squelettage est fou, la technicité aussi, l'équilibre de la pièce en termes de design est impressionnant et sa précision de -3 plus 5 secondes par jour est bluffante. En plus, elle annonce une étanchéité à 10 ATM, assez fou pour une montre si technique. Mais en plus de la montre, il faut absolument que je vous parle de son bracelet. Bon, déjà, il est en cuir de bœuf de Kobe, hein, rien que ça. Ensuite, il est traité selon des méthodes traditionnelles utilisées autrefois pour les armures de samouraï. C'était le cas de la Kodo numéro 1 d'il y a 2 ans, mais je trouvais important de le rappeler tellement je trouve ça fou. Il est aussi recouvert de plusieurs couches de laque urushi blanche, ce qui lui donne un éclat profond et une texture unique. Cette Kodo 2024 est limitée à 20 exemplaires seulement et son prix est d'environ 342 000 € quand même. Avant de passer à la suite, une petite mention spéciale pour le storytelling de la marque japonaise, toujours incroyable en termes de poésie et de précision, et on le retrouve notamment dans un autre lancement, la collection Grande Seiko Evolution 9. Ici, le cadran s'inspire de la texture de l'écorce des bouleaux présents autour de l'atelier Grande Seiko, et une des pièces du mouvement mécanique prend même la forme d'un des oiseaux qu'on retrouve sur ces arbres. Je vous reprends rapidement ce que dit leur site pour que vous compreniez mieux. Le cliquet est en forme de bergeronnette, oiseau emblématique de la ville de Morioka, près du Grande Seiko Studio Shizukuishi, où sont produites toutes les montres mécaniques Grande Seiko. Le mouvement a été repensé pour rendre visible ce cliquet, imitant le mouvement du bec de l'oiseau, à travers le fond en verre saphir, pendant le remontage. Sublimé par de délicates finitions inspirées de la rivière Shizukuishi, le calibre 9S-A4 synthétise le savoir-faire et l'expertise horlogère de Grande Seiko, tout en capturant la beauté de l'environnement du studio. Bon voilà, d'après moi, c'est ce genre d'attention aux détails qui fait partie des raisons pour lesquelles Grande Seiko mérite qu'on s'y intéresse encore plus qu'on le fait à l'heure actuelle. Dites-moi en commentaire si vous trouvez ça ridicule ou si vous êtes d'accord avec moi sur la question. On passe à une marque que peu de monde connaît, Ferdinand Berthoud. On a découvert cette année la chronomètre FB RES pour Ferdinand Berthoud, remontoir d'égalité Skeleton. Il est doté du calibre FB RES FC avec transmission par fusée-chaîne et remontoir d'égalité. On a vraiment une sorte de petite chaîne de vélo qui s'enroule autour de ce qu'on appelle la fusée dans le mécanisme de transmission d'énergie. Bon, on n'a pas trop le temps de rentrer dans les détails techniques aujourd'hui, mais souvenez-vous que la transmission par fusée-chaîne est l'une des complications les plus abouties pour augmenter la précision d'une montre mécanique. Dites-nous en commentaire si vous voulez une vidéo qui explique tout ça en détail. C'est aussi une montre avec une de mes complications préférées, la seconde morte, qui fait bouger la trotteuse une fois par seconde, comme sur une montre à quartz. Ici, c'est d'ailleurs une seconde morte naturelle, directement liée au fonctionnement du remontoir d'égalité
qualité qui stocke l'énergie et la transmet à l'échappement une fois par seconde. Ce calibre a en fait été lancé en 2020, mais depuis cette année, il est proposé dans une montre personnalisable. On peut choisir un boîtier rond ou un boîtier octogonal, on a aussi le choix dans les matériaux, on a le choix de la couleur et des finitions de ce qui s'apparente au cadran, même si bon, il n'y a pas vraiment de cadran parce que toutes les parties que vous voyez sur cette montre font en fait partie du calibre du mouvement à proprement dit. On a donc plus de 200 variations possibles grâce à un configurateur en ligne, point assez fou pour une montre d'une telle technicité. 44 mm de diamètre, 14,3 mm d'épaisseur, 3 ATM d'étanchéité, tout est manufacture, fini et décoré à la main, certifié COSC. On a aussi un indicateur de réserve de marche à 9 heures, 50 heures de réserve de marche d'ailleurs. Apparemment, il faut un mois complet pour régler le mouvement à cause de sa complexité, et la maison ne produit donc que 10 de ces montres par an. Bref, c'est du très lourd en termes de précision, de technicité, de complexité et de messages horlogers de manière générale. Je crois bien que c'était un des coups de cœur de Théo sur le salon, et c'est une édition limitée à 38 pièces seulement. Les finitions sont démentielles et pour l'instant, c'est pour moi la plus belle pièce que j'ai vue jusqu'à présent du salon. Bah oui, je crois que justement, sur cette Ferdinand Berthoud, et on le sait parce qu'on a fait l'interview de Carl-Frédéric Schoeffele, 200 possibilités de configuration. On accélère un peu avec la Jaeger LeCoultre duomètre quantième lunaire, modèle Q604848J, le premier duomètre avec un boîtier en acier. On découvre ici un beau cadran bleu dégradé aux finitions variées, protégé par un verre saphir superbement bombé. La montre a un diamètre de 42,5 mm et une épaisseur de 13,05 mm. C'est un mouvement manuel qui l'entraîne, le calibre manufacture 381 à double barillet, un pour le fonctionnement classique de la montre et l'autre pour ses complications. On peut voir ce mouvement à travers le fond en verre saphir pour se rappeler à quel point les finitions de chez JLC sont magnifiques. On retrouve un sous-cadran indiquant la date par aiguille et la phase de lune à 10 heures, une trotteuse classique centrale, un sous-cadran indiquant les heures et les minutes à 2 heures et une seconde foudroyante à 6 heures. On a aussi les deux indicateurs de réserve de marche sur la partie basse du cadran, un par barillet tout simplement. La montre est étanche jusqu'à 5 ATM. C'est toujours un plaisir d'être reçu par les experts de chez Jaeger et on est très content de découvrir une version en acier de leur célèbre duomètre. Ici mariant le brossé, le poli et le micro-billet avec brio pour un rendu moderne qui ne renie pas pour autant ses origines. Ça devient donc l'entrée de gamme des duomètres parce que tous les autres sont en métaux précieux, même si celui-ci affiche un prix de 48 000 € tout de même. Bon, on a dit qu'on parlait pas de Rolex aujourd'hui, mais bon, on n'a rien dit à propos de Tudor. Du coup, avant de découvrir un de mes quantièmes perpétuels préférés du moment, voilà la nouvelle Tudor Black Bay 58 GMT. 39 mm de diamètre, étanche à 20 ATM, un beau cadran noir bombé avec des index dorés en applique, un nouveau calibre manufacture, le MT5450U, certifié COSC et METAS, offrant une réserve de marche de 65 heures, et évidemment une lunette rotative bidirectionnelle en acier avec insert en aluminium anodisé, noir et bourgogne. Et le point qui fait le plus plaisir, c'est son épaisseur de 12,8 mm, un gros pas en avant par rapport au Black Bay GMT classique, celle de 41 mm que vous connaissez probablement, qui annonçait 14,8 mm d'épaisseur, donc 2 de plus que cette nouvelle 58 GMT. Je serais pas étonné si dans 1, 2, 3 ans, Tudor revient avec une Black Bay plus fine et le bracelet T-Fit. Ça m'étonnerait pas, je sais pas, peut-être même un boîtier plus fin à avoir parce que c'est plus fin en diamètre, pardon. Elle veut rendre hommage à l'élégance des années 50 et est proposée sur un bracelet acier façon rivet ou sur un bracelet en caoutchouc. Dans les deux cas, ils sont équipés du fermoir Tudor T-Fix qui permet un ajustage rapide et précis. Bon, personnellement, je la préfère sur le caoutchouc, même si je sais que bon nombre d'entre vous optera pour la version acier. Elle est présentée par la marque comme la réponse au mode de vie de Jet Setter. Bon, alors pas sûr que ce soit la meilleure manière de la résumer et de la mettre en avant, mais on apprécie quand même le lancement. 4 630 € pour la version sur bracelet acier et 4 420 € pour la version avec le bracelet rubber. On arrive à la 5e montre de cette liste. Pour la suite, on aura des premières mondiales, des marques toutes jeunes et d'autres trucs très cool. Mais pour le moment, voilà mon quantième perpétuel préféré du marché, la H. Moser et compagnie Streamliner Perpetual Calendar. Bon, on reconnaît clairement et au premier coup d'œil l'ADN de la Streamliner, mais la marque qui aime sortir des sentiers battus va plus loin cette année. La montre est en acier, mesure 42,3 mm de diamètre et est étanche à 12 ATM, ce qui en fait donc une vraie montre de sport à complications. Son verre saphir est joliment bombé et il met très en valeur le magnifique cadran Smoked Salmon griffé. C'est le calibre manufacture HMC 812 à remontage manuel et sa réserve de marche de 168 heures qui entraîne la bête. Bon, alors pourquoi c'est mon quantième perpétuel préféré? Tout simplement parce qu'au lieu de surcharger le cadran avec des guichets, des sous-cadrans et autres, celui-ci utilise une petite aiguille centrale combinée aux 12 index pour représenter le mois.
La date et le mois peuvent d'ailleurs être avancés ou reculés à tout moment sans risque pour le mouvement. On a donc une complication parmi les plus respectées du secteur, le calendrier perpétuel, mais qui reste discret voire minimaliste ici, un peu caché comme ça. Le tout avec un bracelet intégré aux formes organiques que j'adore, pour un style technique discret, presque futuriste et diablement cool si vous voulez mon avis. 49 900 francs suisses, soit presque 52 000 € quand même pour cette pièce qui rentre dans ma très petite liste des Graals horlogers. Bon, elle est disponible que pour 1 an, ça risque de faire court pour moi pour économiser le prix d'une BMW série 4 coupée. On arrive bientôt à la nouvelle montre la plus compliquée du monde, mais d'abord voilà une petite nouvelle de chez Parmigiani Fleurier qui nous a vraiment fait quelque chose. C'est la Toric chronographe rattrapante. Son boîtier en or rose 18 carats mesure 42,5 mm de diamètre pour 14,4 d'épaisseur. C'est le calibre PF 361 qui l'entraîne, un mouvement manufacture à remontage manuel ici aussi, de 65 heures de réserve de marche. La marque insiste sur sa volonté de proposer du luxe discret et non ostentatoire, pour connaisseurs principalement, et j'apprécie vraiment ce positionnement. La montre est épaisse, mais elle a vraiment une aura originale qui laisse pas indifférent. C'est une édition limitée à 30 pièces, pour un prix catalogue de 135 000 francs suisses, soit presque 140 000 €. Bon, je triche un peu, mais je vous montre une autre pièce de la marque rapidement, parce que j'ai adoré la nouvelle Tonda PF Micro Rotor No Date en acier et platine. Je la trouve ultra sobre, ultra efficace, et je la considère vraiment comme une pièce de connaisseur. À 25 000 €, ça reste une Clio 3 neuve, mais on se rapproche un petit peu plus du commun des mortels que la pièce précédente. Là voilà la nouvelle montre la plus compliquée du monde. Vous vous en doutez peut-être, il s'agit de la Vacheron Constantin Berkeley Grand Complication et ses 63 complications. Le nom Berkeley Grand Complication fait référence à monsieur W.R. Berkeley, un milliardaire propriétaire de la société de holding d'assurance W.R. Berkeley Corporation et président du conseil d'administration de l'université de New York qui a commandé cette montre. Le nom a été choisi pour assurer sa place dans l'histoire horlogère, un peu comme la super complication Henry Graves de chez Patek Philippe que vous connaissez peut-être. Bon, c'est le même monsieur Berkeley qui avait déjà commandé et qui possède donc l'ancienne montre la plus compliquée du monde, qui n'était ni plus ni moins que la Vacheron 57-260 qui avait 57 complications. Bon, j'ose même pas imaginer le reste de sa collection. Ça vaudrait peut-être le coup d'une vidéo, non? Cette Berkeley Grand Complication propose donc de nombreuses innovations, évidemment, comme vous vous en doutez. On retrouve par exemple un calendrier perpétuel chinois, des phases de lune précises pour 1027 ans, un carillon de Westminster avec une grande sonnerie, des chronographes à rattrapante, etc., etc., etc. C'est le calibre 3752 qui s'occupe de tout ça avec ses 2877 composants et il est censé ne pas avoir besoin de réglage avant l'année 2200. Son design reste fidèle à la tradition de Vacheron Constantin avec une exécution sophistiquée pour un monstre de 90,8 mm de diamètre et 50,55 mm d'épaisseur. C'est absolument gigantesque. On a eu la chance de l'observer au salon, derrière une vitre, avant qu'elle ne soit livrée tout simplement à son propriétaire, qui est donc maintenant le seul et l'unique à pouvoir en profiter avec ses proches. Pour cette 8e montre, je voulais mettre à l'honneur une marque récente qui m'a vraiment touché sur le salon, et je sais que de nombreux de nos confrères étaient d'accord avec moi. Voilà donc la Norqain Wild One Skeleton 42 mm. Cette marque lancée en 2018 prend d'après moi une direction qui fait plaisir à voir, et cette pièce en est un très bon exemple. Son boîtier est en Nortec carbone, un alliage léger et robuste du plus bel effet, disponible en différentes couleurs assez flashy. Ma préférée, c'est la verte. On a d'ailleurs vu Mark Wahlberg porter une version turquoise il y a quelques mois à la télévision. On a fait une vidéo sur la collection de cet acteur qui montre clairement à quel point c'est un passionné et presque un fou d'horlogerie. Alors le voir avec cette montre au poignet est pour moi une preuve supplémentaire qu'il est plus que judicieux de s'intéresser à son développement. Souvenez-vous-en, on en reparle dans quelques années. Cette pièce sportive annonce une étanchéité à 200 mètres, mais elle peut résister à bien plus que de la plongée. Stan Wawrinka, star du tennis suisse et ambassadeur de la marque, dit par exemple la porter pendant ses entraînements, mais aussi pendant ses matchs officiels. D'après la marque, elle serait aussi portée par de grands joueurs de golf pendant leurs tournois et leurs phases d'entraînement. Des montres suisses au poignet de sportifs pros pendant leurs exploits, ça vous rappelle quelque chose ou pas? Exact, c'est ce que propose Richard Mille depuis des années, mais ici on parle d'une montre un peu au-dessus de 5 000 € et non pas dans les centaines de milliers comme le fait ARM. Cette résistance viendrait entre autres des absorbeurs de choc en caoutchouc et d'une construction pensée pour une utilisation extrême. C'est le calibre automatique Norqain N08S, basé sur le Sellita SW201SC, qui entraîne cette pièce et qui se dote d'une certification de chronomètre. Les finitions font vraiment plaisir, le bracelet en caoutchouc assorti au boîtier est confortable et semble vraiment robuste, et le tout est carrément sexy si vous voulez mon avis. Et pour du squelette Swiss Made certifié COSC résistant à l'extrême, avec un design réussi et une vraie énergie moderne qui donne envie, 5 000 € ça se défend, non? Avant de voir une marque française qui redonne vie à une très vieille dame, et d'en finir avec cette liste, voici un nouveau record mondial, la Piaget Altiplano Ultimate Concept Tourbillon, annonçant 41,5 mm de diamètre et seulement 2 d'épaisseur. Oui, vous avez bien entendu, 2 mm d'épaisseur.
c'est plus fin qu'une pièce de 20 centimes pour comparaison. 150 ans après la fondation de la maison, 67 ans après le lancement de son premier calibre extra plat, le 9P, et 6 ans après la création de la montre alors la plus plate au monde en 2018, l'Altiplano Ultimate Concept, Piaget repousse encore une fois les limites du génie horloger avec cette nouvelle pièce. C'est le calibre 900P UC qui fait battre cette montre, qui est faite dans un alliage de cobalt traité au PVD bleu. Elle offre aussi une étanchéité à 2 ATM et une réserve de marche de 40 heures, des prouesses de plus pour cette nouvelle montre à tourbillon la plus fine du monde, ni plus ni moins. On revient un peu sur Terre pour finir cette liste, mais avec la grande classe. Voici la Cartier Tortue Monopusher Chronographe. C'est une réédition raffinée d'un classique historique de chez Cartier, puisque la forme tortue, donc c'est cette forme que vous voyez ici, remonte à 1912, ce qui en fait une des plus vieilles formes de la marque française après la Santos Dumont de 1904. Le boîtier mesure 43,7 mm de long pour 34,8 mm de large et 10,2 mm d'épaisseur, affichant une allure distincte et une présence notable au poignet. Les chiffres romains, les aiguilles proches du style Breguet et le reste des inspirations font penser aux tortues des années 1920 et sont de beaux clins d'œil au passé. Comme on peut le voir à travers le fond en verre saphir, cette version 2024 est entraînée par le calibre manufacture 1928 MC, un nouveau mouvement de chronographe à roue à colonne, redessiné pour épouser les courbes de la forme tortue. On retrouve aussi des côtes de Genève courbées, des ponts biseautés et d'autres finitions dignes des plus grands. Elle est limitée à 200 pièces en or jaune, 200 pièces en platine et 50 pièces en platine avec un sertissage de diamant. La version en or jaune annonce un prix de 46 000 € et celle en platine de 53 000 €. Bon alors laquelle des 10 vous préférez? Abonnez-vous et à tout de suite dans une des deux vidéos qui s'affichent. Allez, ciao les calibrés.